Et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre magazine de prédilection kiosque, ce magazine de la rédaction du Canal Congo Télévision. Un livre sur les kiosques, il s'agit donc de la République démocratique du Congo, Terre à partager. Un livre rédigé par un journaliste chevronné. Il s'agit donc de M. Stéphane Kitutu Oléontois, ancien directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, ancien directeur général d'Horizon 33, ancien directeur général également de la Radio Liberté Kinshasa, président de l'UNPC, ancien président plutôt de l'Union pour la presse congolaise, mais également ancien secrétaire général administratif. Avec lui, nous allons donc analyser de fond en comble ces livres combien riches en pensée, riches en informations, la République démocratique du Congo, terre à partager. Bonjour, M. Stéphane Kitutu Oléontois. Bonjour, Edi Kabeya. Très bien. L'homme n'a pas voulu rester indifférent face au débat qui est d'actualité aujourd'hui. Il s'agit donc de la situation de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, où l'est de la République est devenu une véritable vallée des larmes, du feu et du sang sur presque toute l'étendue du pays. Du lugubre cri de détresse, des désolations, d'innombrables proférations. Donc, tableau sombre et tragique, aboutissement logique d'un enchevêtrement des situations qui remontent d'assez loin. Voilà pourquoi il a choisi au frais de s'engager à ces débats combien importants sur la situation de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Stéphane Kitutu Oléontois, d'entrée de jeu, quels sont les mobiles qui ont prévalu à rédiger un tel livre? Bien, d'abord, Edi Kabeya, permettez-moi avant de répondre à votre question, maintenant que je me retrouve dans cette enceinte de CCTV, oui, de remercier un des anciens collaborateurs ici à CCTV, puisque je le cite dans le livre, dans le remerciement. Je parle de mon ancien huissier, Monsieur Dieudonné Missioni. Voilà ce que je dis dans mes remerciements. Oui. Entre autres, en ce qui concerne Dieudonné Missioni, je dis ceci. Lorsque je m'enfermais pour écrire, un vigile campait devant la porte du bureau pour que je ne sois pas dérangé. Dieudonné Missioni, mon huissier, aujourd'hui décédé, merci à toi, assistant du DG, comme tu aimais te présenter aux visiteurs. C'est pour dire que ce livre, je l'ai écrit. Oui. J'ai commencé à l'écrire alors que j'étais en fonction ici, à CCTV. Et que, en ce moment-là, nous tous, nous étions confrontés à l'actualité quotidienne. Mais je me suis dit qu'il faut prendre peut-être du recul par rapport à cette actualité et creuser un peu plus profondément la question de l'insécurité à l'Est. Et ainsi, prendre part à ce débat. Voilà une première motivation. Prendre part au débat. Donner un son de cloche d'un observateur impatient. D'un observateur surtout impartial. Impatient pourquoi? Parce que nous considérons avec un certain nombre d'amis que on parle du Congo, on parle de la RDC, surtout par rapport à certains écrits venant de l'extérieur. De l'intérieur, il y a une littérature qui commence à naître et nous devons prendre part à cela.
il faut que ce soit d'abord les Congolais qui parlent de leur pays, qui donnent leur vision des problèmes de leur pays, avant que disons, le monde ne s'intéresse à ce que les autres disent du Congo. Voilà la motivation de l'écriture de ce livre. Et quelle est la méthode suggérée dans ces livres? Vous avez abordé l'autocritique ou c'est une simple réflexion? Non, ce n'est pas une simple réflexion, c'est une analyse des faits. Oui. Ce livre, si vous le lisez, vous constaterez qu'il est essentiellement basé sur des documents existants et sur lesquels nous avons pris la liberté de produire des réflexions, de présenter, disons, la quintessence du contenu de ce qui a existé, de cette littérature sur le Congo. Et les nouvelles technologies nous ont beaucoup aidés pour pouvoir accéder à ce que les gens ont dit sur le Congo et à ce que les gens ont écrit sur le Congo. Aujourd'hui, les bibliothèques ne sont plus à des milliers de kilomètres. Les bibliothèques sont à portée de main. Avec mon téléphone, avec mon ordinateur, je peux accéder à n'importe quel document. Et il suffit de savoir ce que l'on cherche et on le trouve. Et nous, les journalistes, c'est là où je venais de découvrir quelle est l'importance de notre travail. La plupart des documents qu'il y a dans ce livre sont des interviews des journalistes, archivés dans l'autoroute de l'information. Donc, bref, nous avons analysé les discours écrits, nous avons scripté des interviews, nous avons tiré les conclusions de tous ces éléments-là. Nous n'avons rien inventé. Nous avions voulu partir du concret, c'est-à-dire ce qui existe pour présenter ce premier tome. Ce premier tome est la présentation de cette question de la balkanisation ou de la tentative de morcellement de notre pays. Voilà. Et Stéphane Guitouté-Léontoire, des éléments paraissent y déterminer nos malheurs aujourd'hui. D'une part, il y a l'attrait de nos richesses du sol et du sous-sol. D'autre part également, il y a la position stratégique du Congo au cœur de l'Afrique. Ces deux facteurs expliquent aujourd'hui de multiples problèmes et gérances dans notre pays depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale jusqu'à ce jour. Que prévoit la République démocratique du Congo, terre à partager? Ces livres dont vous avez l'estime, honneur de rédiger. Bien, ce livre cherche justement à conforter cette approche que vous venez de décrire, que la richesse du Congo fait son malheur. Et par ailleurs, sa position géographique au centre, au cœur du continent, lui cause également d'autres soucis. Cela est vrai. Et dans ce premier tome, nous cherchons à présenter pourquoi les richesses du Congo sont, pour le Congo, et les Congolais surtout, une cause de malheur. Pourquoi la vaste étendue, 2 345 000 km² de l'espace congolais, de l'espace de terre, à laquelle il faut ajouter l'espace maritime qui nous amène à plus de 3 700 quelque chose kilomètres carrés, cette vaste étendue est aussi un problème de convoitise. Le Congo, pour certains, est trop grand. Il faut le morceler. Pourtant, c'est un pays qui a déjà été géré et bien géré dans sa dimension de 2 345 000 km. De même,
en ajoutant son espace maritime. Mais vous savez, cette thèse de la richesse du Congo serait à la base de son malheur. Certains Congolais ne l'acceptent plus. Oui. Parce qu'ils disent que qu'est-ce qu'il y a au Congo qu'il n'y a pas ailleurs? Le coltan, ça se trouve ailleurs aussi, dans certains pays occidentaux même. Le germanium, par exemple, aujourd'hui le Congo commence à produire en termes de produits finis, se trouve ailleurs également. Un certain nombre de produits importants comme l'uranium, qui a provoqué la création de la première bombe A, qui a détruit en 1945 Hiroshima et Nagasaki, oui. L'uranium se trouve ailleurs. Un certain nombre de produits stratégiques même, qui se trouvent au Congo, qui seraient à la base de notre malheur, se trouvent ailleurs. Pourquoi ailleurs, ils n'ont pas ce problème? Pourquoi seulement au Congo? Voilà donc des questions. L'ami avec qui j'ai discuté de cette question avait argumenté et dit il y a une bonne part de notre propre action oui. qui amène à ce que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, une convoitise internationale, un enjeu mondial. Parce qu'il ne faut pas considérer seulement cet aspect du scandale géologique que l'on présente oui. comme étant la principale cause de nos malheurs. Non. Les produits que nous avons ici oui. existent ailleurs. Peut-être qu'en proportion, au Congo, il y en a un peu plus peut-être qu'ailleurs, mais tout ce que nous avons existe ailleurs. Oui. Mais pourquoi ailleurs, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous? Mais nous devons nous poser cette question. La République démocratique du Congo, terre à partager. Pourquoi avez-vous jeté votre dévolu sur ces thèmes? Bien. Parce que le titre là est ce qu'on appelle une espèce de titre interrogatif et affirmatif à la fois. Oui. Terre à partager ou non? Alors il y a deux aspects. Selon qu'on est congolais, selon que l'on est de l'extérieur. Selon que l'on est congolais, il est hors de question de partager notre pays. Il est hors de question de morceler notre pays. Oui. Mais selon que l'on est en face du Congo et que l'on développe des intérêts économiques, stratégiques propres, on considère que ce pays-là, il faut lui prendre un certain nombre de ses biens. Les gens qui raisonnent comme ça, parlant du Kivu, par exemple, parlent de la partie utile du Congo qu'il faut essayer de maîtriser. Oui. Terre à partager aussi, pourquoi? Vous savez, bien sûr, j'ai dit que tout ce qu'il y a comme minerai au Congo existe ailleurs. Mais la proportion de ces biens chez nous nous place un peu en une position difficile. Nous ne voyons que peut-être les richesses comme motivation de la guerre. Les minerais. Oui. Mais on oublie que la biodiversité seulement, c'est une autre richesse. L'eau, oui. c'est une autre richesse. Et au Congo, jusqu'à présent, on a l'eau en abondance. Et quand on a tous ces biens-là, qui impactent sur l'avenir du monde, savoir l'eau, la biodiversité, qui a un impact énorme sur l'environnement, l'on n'est plus libre de faire ce que l'on veut. Il y a des gens qui ont besoin de dire que non,
il nous faut leur prendre ça, pour que nous les gérions pour le compte du monde. Voilà un peu l'autre version de cette affirmation interrogative, terre à partager. Dans ce livre, vous avez abordé un certain nombre de questions qui défraient la chronique en ces moments, notamment sur cette question de l'insécurité. Que prévoit la République démocratique du Congo, terre à partager, sur ces cycles infernal de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo? Avez-vous proposé des solutions qui peuvent remédier à cette situation? Bien. Nous avons dit ceci. Je vais me résumer, oui, parce que pour le moment, il y a 200 quelque chose pages. Quand nous allons avoir le deuxième et le troisième tome, nous serons peut-être à 700 pages. Je ne vais pas commencer à citer chaque page. Mais oui, en gros, l'approche que nous avons pour mettre fin à cette insécurité à l'Est est une approche qui tient compte non seulement de la géopolitique, oui, mais également, surtout, disons, de la géoéconomie. Si vous avez un voisin en face de vous qui est pauvre et qui, pour des raisons évidentes, vient chez vous régulièrement pour faire de rapine, si vous le combattez, vous le chassez, il reviendra toujours et trouvera un moyen pour revenir faire encore ses rapines. Oui. Mais si vous lui dites, venez, asseyons-nous, qu'est-ce que vous venez chercher chez nous? Dites-le moi franchement. Vous en avez besoin pourquoi? Ah, j'en ai besoin pour faire vivre, vous voyez, ma population, ma famille et tout et tout. Il dit, bon, écoutez, je vais vous proposer une solution. Moi, je vais mettre une partie de ce bien que vous cherchez à votre disposition et vous viendrez l'exploiter selon mes conditions. Oui. Je vous propose une espèce de joint venture pour l'exploitation de ce que vous venez voler. Comme ça, nous allons exploiter ces biens, nous tous ensemble, hein, mais aux conditions que je vais fixer. Oui. Comme ça, au lieu de venir faire des rapines, vous allez faire officiellement l'exploitation de ce bien, oui, aux conditions que je vais vous proposer. Donc, bref, en définitive, ce que je propose, ce que nous allons proposer à la fin, la troisième édition, dernier tome, c'est une solution de négociation, oui, d'entre les hommes. Une solution winner-winner, gagnant-gagnant, pour éviter des cycles de violence qui revenaient tout le temps, parce que la pauvreté des uns entraînera toujours l'insécurité des autres. Mais bien que l'identification de cette approche postule aujourd'hui en termes de solutions pour la paix, mais il y a également une nécessité de la vie internationale pour empêcher ou éradiquer ces réseaux criminels transnationaux de la guerre. Vous ne voyez pas que l'État aujourd'hui, en tant qu'unité active, est ici interpellé. Il doit en fait prendre en compte ces différentiels des menaces qui s'actualisent à son sein, hormis les négociations. Vous ne voyez pas qu'il faut une dynamique opérationnelle sur terrain qui peut permettre de bouter hors d'état de nuire l'ennemi. Mais que fait
notre gouvernement depuis bientôt 10 ans. Plus de 10 ans même. Prenons l'époque du président Mzee Laurent Désiré Kabila. Oui. Le Congo a connu ce qu'on appelle 2 guerres. Il y a eu la guerre qui a commencé en 94, 95, 96 et qui a pris fin en 97 avec l'occupation de Kinshasa par l'AFDL. Oui. Et 1 an et demi, un peu plus tard, il y a eu ce qu'on appelait la 2e guerre du Congo, que certains pays, certains historiens déjà qualifient aujourd'hui de la première guerre mondiale africaine. Oui. Parce que, vu le nombre de belligérants de part et d'autre, ceux qui attaquaient le Congo et ceux qui assistaient le Congo pour combattre ceux qui entraient. On a parlé de la première guerre mondiale africaine. Vu le nombre d'États officiellement engagés, les uns contre les autres, sur le territoire congolais. Donc, depuis plus d'une dizaine d'années, il y a eu des tentatives armées de combattre ce que vous appelez l'insécurité. Oui. L'État n'a pas croisé les bras. Mais la guerre, ça se passe selon des méthodes connues. Mais si la guerre déborde les aspects conventionnels de la guerre pour embraser d'autres aspects, aujourd'hui, on parle de génocide. C'est-à-dire des tueries par des voies, disons, non conventionnelles. Oui. La destruction d'une population, le déplacement des populations. Il suffit de lire les rapports de gens comme de Roberto Garrington pour s'en convaincre. Oui. Donc, bref, l'État congolais n'est pas resté les bras croisés à assister comme ça. Oui. L'État a tenté, avec ses maigres moyens, de porter des solutions, tant soit peu militaires, à cette question. Mais vous avez... Sans solution. Oui. Ça, il faut bien vous en convaincre. Mais vous avez évoqué les 2 guerres que la République démocratique du Congo a connues. Vous avez parlé de la guerre d'agression. De la libération, la première, comme on avait dit. Oui. Mais vous ne voyez pas que, avec tout ce que vous avez abordé, dans cette optique, il faut comprendre aussi que le monde de la guerre, le monde de l'après-guerre, est devenu aujourd'hui un monde dangereux. D'autant plus que si la bipolarité structurelle d'autrefois aurait permis que des conflits identitaires ou nationaux qui bouillonnent sous la surface des États issus de la colonisation soient étouffés, aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Vous avez parlé d'une guerre asymétrique non conventionnelle. Nous avons eu également à connaître un certain nombre de guerres. Vous ne voyez pas que quelque part, il y a en sous roche quelque chose qui ne va pas? Non. Il y a bien sûr un sous roche. Oui. D'abord, pour faire la guerre, il faut les armes. Oui. N'est-ce pas? De part et d'autre. Et aucun des pays africains, aucun des groupes armés qui déstabilisent la République démocratique du Congo dans son Est est fabricant des armes. Ça, c'est déjà une première conclusion qu'il faut tirer. Les armes que nous utilisons viennent de quelque part. L'État congolais, pendant un certain moment, pendant un long moment, a été frappé d'embargo. Ne pouvait pas acquérir les armes par les voies
officiel. Oui. Cependant que les troupes rebelles qui l'attaquaient bénéficiaient des armes de type tout à fait moderne. Ça veut dire que, quelque part, le trafic d'armes, qui est essentiellement le fait de grandes puissances, Oui. est un des éléments de base de l'insécurité qui prévaut en République démocratique du Congo. Quand nous parlons des intérêts des uns et des autres pour la perpétuation de l'insécurité dans l'Est de notre pays, il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. Le trafic d'armes est une industrie très, très, très florissante à travers le monde. Eh bien, maintenant aussi, il y a toutes ces industries modernes qui trouvent que c'est plus facile d'entretenir l'insécurité à l'Est parce qu'on acquiert un certain nombre de produits dont on a besoin par des voies détournées, donc, disons, moins chères. Donc, l'anguille sous roche réside aussi en cela. Oui. L'acquisition par des voies détournées de ce dont on a besoin pour faire fonctionner un certain type d'industrie ailleurs. Donc, l'État congolais, malgré tout ce qu'il a à faire officiellement, avec des partenaires officiels, l'État congolais est en confrontation, en dessous de la table, avec des vérités qu'un État ne peut pas officiellement entériner et négocier. C'est pour ça que cette affaire-là trônera. Mais au centre de la guerre aujourd'hui, on voit le multinational, les firmes qui sont à la base de la dite guerre. Mais que prévoit la République démocratique du Congo, terre à partager, sur la manière d'organiser une résistance notable face à ces multinationales qui sèment la terreur et la désolation, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Parce qu'on a quand même l'impression que aucun État, aucun gouvernement n'arrive, ne serait-ce qu'à faire une résistance face à eux. Apparemment, c'est comme si ils sont devenus des hommes forts, des hommes puissants, où on ne peut pas battre. Non, ce sont effectivement des hommes puissants. Mais ne revenons qu'à notre pays. En ce qui concerne notre pays, puisque vous dites que prévoit, par exemple, nous n'avons rien à prévoir. Nous autres, nous sommes des écrivains, nous constatons la situation sur le terrain et nous décrivons. Ce que le gouvernement congolais, aujourd'hui, face à ce que vous dites, les multinationales tentent de faire, c'est en quelque sorte la recherche de la mise en ordre dans la législation de l'exploitation minière, dans la mise en ordre dans la gestion de l'État, la prise en compte, si vous voulez, par l'État de tout ce qui se passe tout autour de cette exploitation par les multinationales de notre richesse souterraine. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en même temps qu'il y a cette action sur le terrain du point de vue militaire, la plus grosse démarche du Congo devrait consister à la mise en ordre de la gestion de ce pays. Comme on dit, au rétablissement du véritable pouvoir d'État. Que l'État, sur terrain, fasse prévaloir ses prérogatives. Que ces lois, généralement bien élaborées, soient d'application.
Or, aujourd'hui, l'on constate que tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Il y a des aérodromes privés, il y a des coins où, disons-le carrément, c'est devenu des non-États, où des petits exploitants locaux deviennent des véritables potentats, dirigent leurs petits coins, leurs carrés miniers, comme l'expression de la mode d'aujourd'hui, Oui. comme des mini-États, des mini-territoires. Donc, l'effort de l'État congolais devrait principalement plutôt être dirigé vers la prise en compte de cette déliquescence de l'autorité de l'État et de la rétablir. Mais vous ne voyez pas qu'il faut une prise de conscience politique indispensable? Non, la prise de conscience est là. Oui. Si je vous en parle comme ça, c'est parce que nous avons vu des documents, il y a eu des accords, il y a l'État congolais, depuis bientôt 10 ans, ne fait que signer les accords, l'accord de Lusaka. Pour quelle finalité, en fait? Mais la finalité, c'est de chercher à mettre fin à cette guerre. Mais en même temps qu'on est en train de faire la guerre, en même temps on est en train de signer des accords. Oui. Et ces accords, à mon grand regret, n'aboutissent pas. N'aboutissent pas. Et l'exemple le plus patent, c'est les pourparlers de Luanda. Oui. Actuellement, alors que la partie congolaise laisse entendre que la partie rwandaise a accepté de retirer ses troupes, vous venez d'entendre, il y a 2 jours, le démenti du ministre rwandais des Affaires étrangères, qui déclare que le Rwanda n'a jamais pris un tel engagement. Bref, à chaque fois qu'on croit qu'il y a une avancée quelque part, évidemment, c'est plutôt un recul, non pas de 2 pas, mais de plusieurs pas en arrière. C'est pour dire que l'accord de Luanda n'a pas bougé les lignes, en fait. Non, les lignes demeurent exactement au même point de départ. S'ajoutent également les idéaux, les initiatives et les orientations qui marquent aujourd'hui les affaires publiques de notre pays, qui sont souvent venues de l'étranger. Vous ne voyez pas que quelque part, on doit revenir aussi dans votre idée, qui consiste à dire qu'il y a l'État, dont l'État n'existait pas, en fait, en quelque sorte. Non, on ne peut pas dire cela, sinon vous et moi, nous ne serons pas là. L'État existe, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'État est faible. Donc il y a une nuance entre l'inexistence de l'État et la faiblesse des pouvoirs publics. Ça, c'est 2 choses. Et cette faiblesse est démontrée par plusieurs choses. Je ne veux pas simplement parler de l'insécurité à l'est de la République. Dans l'est, hein, quand on dit à l'est, c'est comme si c'était en dehors du territoire. Dans l'est de notre pays. Mais l'exemple de la faiblesse de l'État est démontré au quotidien. Je prends un bête exemple. Moi, j'habite à la Gombe. Nous espérions que, quand l'État avait décrété que plus aucun motard à Gombe se serait appliqué. Je parle d'une chose aussi banale, aussi bête que cela. Est-ce que de vous à moi, quelle est votre analyse sur cette question? Cette mesure, qui a été prise pour des raisons de sécurité routière, simplement, n'est pas appliquée. Nous voyons tous les jours ces motards créer l'imbroglio sur le boulevard et dans les allées de la Gombe, par exemple. Alors maintenant, quand on va plus loin dans les mesures importantes, aujourd'hui, avec l'état de siège qu'il y a dans les provinces de l'Est, vous pensez qu'on peut encore connaître ce que nous connaissons? Des exploitations, des carrés miniers clandestines, des gens qui exportent par des voies
presque connu de tous, Oui. leur production artisanale vers le Rwanda. Cette frontière-là est quand même gardée. Voilà ce que j'appelle la manifestation du pouvoir d'État. Oui. Protéger les frontières, empêcher la circulation non réglementaire, illégale, des biens et des personnes. C'est tout cela. La puissance de l'État n'est pas seulement faire la guerre à telle personne ou à telle entité et gagner, non. La puissance de l'État, c'est édicter des mesures, en suivre l'application et voir comment modifier ou renforcer. Mais face à cet état des choses, faudra-t-il admettre que l'état des sièges a fait son temps et a démontré ses limites? Bon, je ne saurais le dire, hein, parce que ce sont des choses qu'il faut apprécier non seulement en fonction de ce que les uns et les autres pensent, Oui. mais il faut véritablement évaluer, depuis que l'état de siège existe dans les deux Kivu, quels sont les acquis. Oui. Et ça même au Parlement, quand les gens disent non, il faut lever l'état de siège, ainsi de suite, je pense qu'il ne faut pas procéder comme cela. Il faut procéder par une évaluation Oui. en bonne et due forme. Et prendre les éléments de gauche, les éléments de droite et tirer la conclusion que non, l'état de siège est positif, il faut le poursuivre, ou l'état de siège est négatif et il faut l'enlever. Non, mais on ne peut pas, à mon avis, décréter la fin de l'état d'urgence parce que, bon, on estime que ce n'est pas rentable ou ce n'est pas profitable aux populations. Non, moi je n'ai pas encore entendu une conférence ou des assises d'évaluation des résultats de l'état de siège. Je n'ai pas encore vu cela. Stéphane Kitutolé-Antoine, une petite réflexion. À temps d'y déboire, il faut également associer un fait cruel, hein, surtout en ce qui concerne une litanie des problèmes que vous avez évoqués. Faudrait-il admettre aujourd'hui que les Congos souffrent de l'absence d'un homme fort qui possède un leadership à la dimension du pays? Non, moi je ne raisonne plus comme ça. Voyez-vous, depuis que le président américain a déclaré, je crois, au cours d'une visite au Ghana. C'était au Ghana, le président américain à l'époque, c'était, je crois, Barack Obama. Les États africains n'ont pas besoin des hommes forts. Oui. Les États africains ont besoin des institutions fortes. Et moi, je suis d'avis que Obama avait raison. Que cela signifie? Cela signifie d'abord, en tout premier lieu, que les États africains ont besoin de devenir de véritables États de droit. Et que toutes les institutions de ces États-là fonctionnent conformément au stipulé de la Constitution. Oui. Et que les hommes qui dirigent les États africains tirent leur force de la force des institutions. Ce n'est pas que les institutions doivent tirer leur force des hommes qui président ces institutions. Voilà ma réponse à votre question. Mais, en fait, les problèmes... C'est les institutions qui créent les hommes forts. Le problème sur lequel porte mes réflexions ici tourne autour d'un certain nombre de postulats. Tout d'abord, je suppose que tout changement dans le monde moderne n'est pas essentiellement l'œuvre du hasard. Il procède également de l'esprit créateur de l'homme. L'homme conçoit d'abord, puis matérialise et objective ses idées. Mais en fait, en conséquence, je crois que
Ceux qui s'abstiennent aujourd'hui du travail de la conception ou les négligent ne peuvent rien créer d'édirable. Leur état d'esprit, par contre, va favoriser la confusion et les chaos autour d'eux. Voilà ce qu'on assiste, ce qu'on voit. Moi, je crois que, effectivement, c'est l'homme qui est le moteur du développement. Oui. L'élément essentiel de développement d'un pays, l'élément essentiel de l'évolution, l'élément essentiel de développement, c'est le cerveau de l'homme. Ça, je vous en conviens dans votre approche. Oui. Mais l'homme n'est qu'un élément dans un environnement. L'environnement qui permet à l'homme d'être créatif, d'être inventif, c'est un environnement propice qui lui permette de vaquer, pas librement, de vaquer sereinement à tout type d'activité qu'il peut mener. La créativité, la réflexion, tout ce qu'on peut penser pour apporter à l'homme une dimension qui puisse lui permettre de réaliser son destin d'homme. N'est-ce pas? Oui. Et cela dans un cadre spatio-temporel, d'espace et de temps bien déterminé. Par exemple, un État. Aujourd'hui, votre État est déterminé. Mais si, dans votre environnement, on vous empêche à l'intérieur d'être serein, de bien procéder à l'analyse de vos problèmes, d'en apporter des questions, toute créativité serait toujours annihilée. C'est ça notre problème. Quand j'ai commencé au début par dire que une des faiblesses du Congo, c'est entre autres l'étendue, et bien sûr ce que contient son sol et son sous-sol. Et cela empêche le Congo de rester serein. Bien sûr, il n'y a aucun pays qui peut se développer dans l'autarcie, c'est impossible. Mais si à l'intérieur du Congo, les gens étaient plus calmes, nous tous tranquilles, chacun vaquait à ses occupations comme il fallait qu'il le fasse, qu'ils ne soient pas perturbés par la volonté de ceux qui sont dans sa périphérie, les choses n'iraient pas aussi mal que maintenant. Mais aujourd'hui, on assiste également à ce qu'on appelle le découpage territorial, en fait, où le pays est scindé. Mais dans votre livre, est-ce que vous n'avez pas pipé mot par rapport à cette réalité de la décentralisation qui peut peut-être être à la base du freinage de la République démocratique du Congo? Bon, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, officiellement, est un pays unitaire. Le pays est uni et unitaire dans sa forme administrative actuelle, c'est-à-dire de 26 provinces, qui est une espèce de consentement. N'est-ce pas? La subdivision du Congo en 26 provinces est consensuelle. C'est constitutionnel. N'est-ce pas? Mais ce qui aurait été mauvais, ce serait que ces 26 provinces se seraient érigées d'elles-mêmes de façon autonome. Chacun dans son coin a décidé, non, nous aujourd'hui, nous devenons la province du Maniema. Là-bas, les gens disent, non, nous devenons la province du Maïndombe. Non, tel n'était pas le cas. Mais le morcellement dont vous parlez est réel dans quel sens? Dans le sens que certaines parties de notre territoire connaissent une occupation qui ne dit pas son nom.
Aujourd'hui, si nous parlons de Bunagana, par exemple, Bunagana, depuis bientôt presque 1 an, est un territoire non contrôlé par l'autorité congolaise. Voilà ce type de choses que nous devons dénoncer pour le moment. Mais, officiellement, le Congo est un pays unitaire dans sa forme constitutionnelle de 26 provinces. Mais faudra-t-il admettre que l'occupation des Bunagana constitue déjà la balkanisation, en fait? Non, pas encore. C'est la tentative de balkanisation. Oui. La balkanisation aboutit, par exemple, à ce qu'on peut appeler la somalisation. Hein? On prend une partie de la Somalie, on en fait ce qu'on appelle le Somaliland. Oui. Un État dans un autre État. Non, ce n'est plus un État dans un autre État. Le Somaliland est devenu un territoire indépendant. Oui. Si nous prenons le cas de l'Éthiopie, l'Érythrée, l'Érythrée qui était une province éthiopienne est devenue un État à part entière. Ça, c'est un cas de balkanisation. Oui. Et si nous prenons le Soudan, le Sud-Soudan aujourd'hui est devenu un État indépendant. Du point de vue des nationalistes soudanais, on peut parler de balkanisation. Mais en ce qui nous concerne, c'est des situations d'occupation illégale. Oui. Non reconnues par la communauté internationale, ni par une quelconque organisation régionale ou sous-régionale. Voilà. Et quand la communauté internationale ne dit aucun mot, vous ne trouvez pas que l'immobilisme de cette communauté internationale inquiète de part et d'autre? Non. La communauté internationale a un langage. La communauté internationale dit que l'unité du Congo est sacrée. Nous l'avons entendu de la bouche des autorités américaines. Nous l'entendons de la bouche des autorités belges. Oui. Même si à un certain moment, monsieur le président de la France, Sarkozy, était venu ici pour tenir le langage ambigu. Lorsqu'il parlait d'un côté, il y a un pays comme le Rwanda à démographie galopante, à meilleure organisation, et de l'autre côté, il y a la République démocratique du Congo, à un pays vaste, à économie bizarre. C'est un peu l'expression que... Oui, mais en gros, la communauté internationale parle un double langage. Officiellement, le Congo est un pays entier, unique, dans sa dimension constitutionnelle. Oui. Mais, malheureusement, dans les faits, dans les fins fonds, ce sont ces mêmes gens qui sont en train de travailler pour l'aboutissement du morcellement. Stéphane Guitouto-Léontois, nous sommes arrivés pratiquement à la fin des kiosques où le public peut trouver ces livres, un livre riche en pensées, riche en informations, la République démocratique du Congo, terre à partager. Bien. Je vous annonce que, officiellement, nous allons faire le vernissage de ce livre le 28 novembre 2004 au centre Wallonie-Bruxelles. Oui. C'est après cette opération de vernissage que nous allons publiquement rendre les adresses, nous allons rendre au public les adresses vers lesquelles il faut s'adresser pour obtenir ces livres. Un mot? Un mot, je ne peux d'abord que remercier CCTV d'avoir eu l'idée de me permettre de présenter cet ouvrage. Et je dirais aux Congolais que ce que j'ai dit au début, notre objectif est que de plus en plus que ce soit nous-mêmes les Congolais qui puissions parler de nos problèmes, qui puissions les présenter,
et les défendre. Nous en avons l'expertise, nous en avons la compétence, nous en avons la capacité. Et de plus en plus, si vous faites attention, vous allez voir qu'il y a une littérature congolaise qui devient de plus en plus hargneuse, qui devient de plus en plus solide et qui apporte de façon très fondamentale, dépourvue des règlements de compte, comme on dit, post-colonial, oui. Vraiment des livres objectifs. Oui. Ça commence à voir le jour et voilà mon mot, qu'on encourage les Congolais à produire ce genre d'ouvrages sur leur pays. Et moi, je viens d'apporter ma pierre à cet édifice. Un numéro de téléphone? Bien. D'abord, moi-même, oui. Je suis un des distributeurs, mais je ne le dis pas officiellement, parce oui. que c'est après le vernissage que nous allons le faire. Et mon numéro de téléphone, c'est le 081 81 0 0 0 6 0. C'est très facile à retenir. 081 21 060. Et là, d'ici là, nous allons prendre les dispositions oui. pour indiquer aux lecteurs potentiels où trouver les livres. Mais je sais qu'il y a déjà, par exemple, la bibliothèque de l'Université de Kinshasa, oui. Qui est déjà disposée. Il y a le centre Wallonie-Bruxelles, dans sa bibliothèque aussi. On pourra trouver des exemplaires. Bref, c'est encore officieux. Très bien. En tout cas, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avions réussi pour vous. M. Stéphane Kitutu au Léontoir. La présentation, vous l'avez déjà eue dès l'entame ou les débuts de cette émission. Mais seulement, je dois encore rappeler que Stéphane Kitutu au Léontoir, c'est les concepteurs, l'initiateur, mais également le créateur de cette émission. Kiosque, cette émission que vous aimez tant, votre émission de prédilection. Et à un moment donné, il a eu à donner à ses poulains, entre autres Edika Béa, Gisèle Etoko, Serge Kabongo, Michel Koyapa, envie de la présenter. Aujourd'hui, nous sommes fiers de cet homme qui a eu à nous encadrer, mais également à nous propulser dans la société. Stéphane Kitutu au Léontoir, je vous remercie. Mais, Kabéa, je voudrais ajouter quand même qu'aucun homme, à lui tout seul, peut faire une œuvre. Oui. Une télévision, c'est toujours une équipe. Oui. Hein, donc, il faut demeurer une équipe solide, travailler en synergie. Oui. Et c'est comme ça que vous allez atteindre des résultats. Aucun homme de télévision ne peut dire que il a fait ceci, il a fait cela tout seul. C'est impossible. Il faut toujours compter sur l'équipe. Oui. Et si l'équipe est forte, l'équipe sera toujours gagnante. Oui. C'est pour ça qu'en football, on dit que c'est l'équipe qui est toujours gagnante. Ce n'est pas toujours le coach, n'est-ce pas? Oui. Voilà mon mot de la fin. Merci. En tout cas, c'est avec ce credo de M. Stéphane Kitutu au Léontoir que nous mettons un terme à cette grande émission kiosque réalisée par Bruno Nzinga et Doudou Montiri, mais également Moro Djambé au nom de l'équipe technique et rédactionnelle de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous est donc plus pour le jeudi, mais d'ici là, portez-vous bien et bon suite de programme sur Canal Congo Télévision.